Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler avec vous d'un arrêt qui vient d'être rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation et qui a trait au droit à la preuve. Je vous renvoie à la première vidéo que j'avais faite sur cette problématique. Je vous avais dit à la fin de cette vidéo, le droit à la preuve, ça va complètement révolutionner en fait le contentieux prud'homal, le contentieux en droit du travail. Et voici un exemple supplémentaire en fait du droit à la preuve. Et c'est un exemple supplémentaire qui est intéressant puisque, à ma connaissance, pour la première fois, la Cour de cassation va préciser quel est l'office du juge prud'homal. Donc on va analyser ensemble cet arrêt en voix off. Et je vais faire par la même occasion un peu de technique de cassation, puisque je me rends compte que j'en ai rarement fait dans mes précédentes vidéos, et ça reste quand même un peu mon métier, puisque je travaille chez des avocats à la Cour de cassation, comme certains d'entre vous le savent. Donc dans un arrêt de la Cour de cassation comme celui-ci, c'est un arrêt de cassation, et il a une facture très classique avec tout d'abord ce qu'on appelle le visa de la Cour de cassation. Visa dans lequel la Cour de cassation nous précise les règles de droit à partir desquelles elle va statuer, elle va rendre sa solution. Alors déjà, quand on lit un visa, en fait, c'est déjà assez éclairant. Vous avez d'abord l'article 145 du Code de procédure civile. C'est ce qu'on appelle les expertises in futurum en latin, c'est-à-dire qu'en fait, vous saisissez un juge euh, pour pouvoir obtenir en fait que le juge ordonne quelque chose avant même que le procès ait lieu. D'accord. Et on va voir dans quelles conditions, à quelles conditions on peut solliciter ce type d'expertise in futurum. Vous avez ensuite la Cour de cassation qui vise l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, c'est donc le procès équitable, et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est donc l'article 6, c'est le procès équitable que vous voyez ici, et l'article 8, c'est le respect à la vie privée et familiale. Et la Cour de cassation, classiquement, dans le droit à la preuve, on retrouve toujours ces articles 6 et 8 de la CEDH, et on retrouve également l'article 9 du Code civil. L'article 9 du Code civil, il est redondant à l'article 8 de la CEDH, puisque l'article 9 du Code civil, c'est le respect à la vie privée. Et dans l'article 9 du Code civil, on proclame le respect au droit à la vie privée, et le juge, on dit aussi que le juge peut prendre toutes les mesures pour prévenir une atteinte à la vie privée. Mais justement, le droit à la preuve, c'est ce qui permet de porter atteinte à la vie privée dès lors que cette atteinte, elle est proportionnée à un but qui est poursuivi par le requérant. Et dernière chose que vise la Cour de cassation ici, c'est l'article 9 du Code de procédure civile, un article que l'on doit connaître également, c'est sur la charge de la preuve dans le cadre du procès, et c'est ce qu'on appelle donc le principe dispositif, c'est-à-dire que chaque partie, lorsqu'elle saisit un juge, doit apporter les preuves qui sont nécessaires, nous dit le Code de procédure civile, nécessaires au succès de sa prétention. Donc c'est pas au juge, normalement, de suppléer en fait la carence d'une partie au regard des preuves qu'elle devrait rapporter devant le juge. Et pourtant, le droit à la preuve permet justement de bouleverser un peu cette économie qui est énoncée à l'article 9 du Code de procédure civile, puisque justement le droit à la preuve, ça permet justement d'obtenir les pièces qui sont détenues par la partie adverse, des pièces qui sont essentielles à la solution du litige, mais auxquelles on ne peut pas avoir accès. Et justement, on va utiliser l'article 145 du Code de procédure civile pour obtenir cet accès. D'accord. Et l'article 145 nous dit la Cour de cassation dans ce deuxième paragraphe, elle va nous expliquer ensuite les conditions d'application de ces différents articles. Alors, ce paragraphe-là, du point de vue de la technique de cassation, il me semble important de le souligner, c'est ce qu'on appelle un chapeau. D'accord. Juste en dessous d'un visa, la Cour de cassation, elle synthétise les règles de droit. Elle synthétise les règles de droit qui sont énoncées là, pour qu'on... Et ça constitue en fait ce qu'on appelle la doctrine de la Cour de cassation. Donc c'est là qu'elle exprime son raisonnement de la manière la plus condensée et de la manière la plus pure. Et la Cour de cassation nous dit deux choses en fait. Vous voyez, il y a deux phrases. La première phrase, c'est sur les expertises in futurum. La Cour de cassation nous dit, selon le premier texte, donc l'article 145 du Code de procédure civile, il faut qu'il y ait un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution du litige. Donc si on a un motif légitime d'établir la preuve de quelque chose qui pourra être essentiel au litige qui va se dérouler ensuite, à ce moment-là, le juge peut ordonner
peut ordonner les mesures qui sont sollicitées, d'accord? Et n'importe qui peut le solliciter, d'ailleurs, pour obtenir ces mesures, d'accord? Donc n'importe qui peut aller voir un juge, avant même qu'il y ait un procès sur une question donnée, pour obtenir des preuves, pour obtenir vous voyez, la production forcée de certains éléments de preuve qui seraient essentiels à ce litige qui va se nouer ensuite. D'accord? Donc ça, c'est le principe même de l'expertise in futurum. Et ensuite, la Cour de cassation nous rappelle cette solution très classique que je vous ai expliquée dans ma précédente vidéo sur le droit à la preuve. D'accord ? Le droit à la preuve, c'est ce rapport de proportionnalité que l'on va instaurer entre, d'une part, une atteinte à la vie privée et d'autre part, les exigences du procès équitable. Le fait de pouvoir aller devant un juge et quand même de pouvoir faire trancher ce litige en s'appuyant sur des pièces qui sont détenues par la partie adverse, des pièces que la partie adverse va devoir produire devant le juge, même s'il en résulte pour elle une atteinte à sa vie privée. D'accord ? Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans cette phrase très classique. Le droit à la preuve peut justifier la production qui porte atteinte à la vie personnelle de la partie adverse, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit d'agir en justice et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Et là, dans cet arrêt qu'on va voir là maintenant, vous allez avoir une nouvelle signification de ce qui est proportionné au but poursuivi. Le juge va devoir en fait définir la mesure de cette proportion. Alors, donc là vous avez le visa, premier paragraphe que je vous expliquais, vous avez ensuite le chapeau, et dans un arrêt de cassation, le troisième paragraphe, c'est le raisonnement de la Cour d'appel, le raisonnement de la Cour d'appel que la Cour de cassation va casser. D'accord ? Donc là, en fait, la Cour de cassation va nous synthétiser tout le raisonnement de la Cour d'appel, et dans le paragraphe suivant, elle va nous expliquer pourquoi, dans ce raisonnement, il y a une erreur de droit, et pourquoi les juges, ils ne peuvent pas continuer à raisonner comme l'a fait la Cour d'appel, en l'occurrence. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la Cour d'appel ? Parce que c'est intéressant et on peut... c'est assez révélateur d'ailleurs d'un contentieux assez récurrent sur les discriminations syndicales. La Cour d'appel, elle nous dit d'abord, première chose, que on peut solliciter donc une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, vous avez compris à quoi il faisait référence. Et pour cela, il faut qu'il y ait un motif légitime. Et le juge, d'accord, il doit au moins être en mesure de constater s'il existe un motif légitime, d'accord ? La Cour de cassation nous dit, voilà, dans le cadre de l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, c'est pas au juge, d'accord, d'évaluer, à proprement parler, de dire si le motif est véritablement légitime ou pas. Le juge ne s'interroge pas sur la légitimité du motif, il doit simplement en constater l'existence. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, vous avez plusieurs salariés qui ont saisi en fait un juge, avant tout procès, et ils ont dit, voilà, lors de chaque négociation annuelle obligatoire, on parle des salaires. Et ils se sont rendus compte, en fait, dans le cadre de la NAO, la négociation annuelle obligatoire, qu'il y avait des schémas qui avaient été établis par l'entreprise. Apparemment, c'est une entreprise qui compte beaucoup de salariés. Et dans ces schémas, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait certains salariés qui, malgré leur ancienneté, avaient une rémunération annuelle qui était tout juste dans la moyenne. D'accord ? Donc, ces schémas, ces tableaux qui avaient été établis par l'employeur, par les RH dans le cadre de la NAO, ils laissaient entrevoir une possible discrimination syndicale, en tout cas une différence de traitement qui est en lien avec l'activité syndicale. Donc vous voyez, a priori, il existe un motif légitime. Ce motif légitime des salariés, c'est de pouvoir mettre en évidence cette discrimination syndicale. De mettre en évidence pourquoi les salariés qui ont des mandats représentatifs, les IRP, comme on les appelle au sein de l'entreprise, ils ont une évolution de carrière qui est moins favorable que les autres salariés. Donc,
Vous voyez bien que l'expertise d'une futur-homme, c'était destiné à obtenir de la part du juge qu'il ordonne à l'employeur de produire certains éléments de preuve permettant de mettre en évidence cette discrimination syndicale dans l'évolution de la carrière de ses salariés. Et les juges, en fait, ont refusé l'expertise qui était sollicitée par les salariés. Pourquoi ? Parce que, nous dit la Cour d'appel, dans plusieurs arrêts, les salariés syndiqués, en fait, qui avaient saisi le juge, ils ne se comparaient pas avec certains salariés précisément dans l'entreprise. Et ce qu'ils demandaient, ils faisaient une demande qui était extrêmement large, puisqu'ils demandaient en fait la communication de tous les salariés qui étaient engagés sur le même site qu'eux, à la même année ou dans des années assez proches, avec à peu près les mêmes catégories professionnelles. Et à la fin de son raisonnement, la Cour d'appel nous dit, mais c'est une mesure-là, c'est une mesure générale d'investigation qui porte sur plusieurs milliers de documents. Et là, la Cour d'appel se sentait mal à l'aise d'utiliser finalement le droit à la preuve et l'article 145 du Code de procédure civile pour demander à un employeur de produire des milliers de documents. D'accord ? Le raisonnement de la Cour d'appel, c'est de dire le droit à la preuve, certes, ça vous permet d'obtenir, dès lors que vous avez un motif légitime, certains éléments de preuve, mais vous ne pouvez pas ratisser trop large. Vous ne pouvez pas partir à la pêche, entre guillemets, et essayer d'obtenir énormément de documents qui vont vous permettre sans doute de faire mettre en évidence certaines discriminations syndicales, mais qui sont une intrusion en fait dans la vie privée, la vie personnelle entre guillemets de l'employeur, qui est bien trop importante au regard du but que vous poursuivez. D'accord ? Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que on considère que l'employeur en filigrane, il a une vie personnelle, et cette vie personnelle, en fait, c'est sa vie privée et familiale, en fait, c'est tous les documents qui concernent l'évolution de carrière de ses salariés. Bon, ça, c'est une petite aparté que je fais au passage. Donc, vous comprenez le raisonnement de la Cour d'appel qui te dit de dire, on ne peut pas, à partir de l'article 145 du Code de procédure civile, partir à la pêche pour obtenir des milliers de documents. Et ce que lui répond la Cour de cassation, c'est que son raisonnement, il est faux à la Cour d'appel. Il est faux pourquoi ? Parce que la Cour d'appel, elle a bien estimé, dans un premier temps, qu'il existait un motif légitime. Et ce motif légitime, c'est de mettre en évidence des discriminations syndicales. Ça, c'est bien un motif légitime. Il faut pouvoir mettre en évidence des discriminations syndicales. Et comme, généralement, cette discrimination syndicale, elle ne peut être prouvée que par les documents que détient l'employeur, eh bien, le droit à la preuve, il a parfaitement vocation à jouer dans ce cas-là. C'est ce que nous dit la Cour de cassation dans la phrase juste après, dans la proposition juste après. Voilà, il y a un motif légitime et le juge, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit vérifier que les mesures sont bien indispensables à la protection de leur droit à la preuve de ses salariés et proportionnées au but poursuivi. Et c'est là l'aspect totalement novateur en fait de la solution, c'est que qu'est-ce qui fait que c'est proportionné au but poursuivi ? Eh bien, c'est le juge lui-même qui va éventuellement, au besoin, cantonner le périmètre de la production des pièces sollicitées. D'accord ? Et c'est ça qui est fondamental dans cet arrêt, c'est que les salariés, effectivement, ils partaient un peu à la pêche en demandant plusieurs milliers de documents. D'accord ? Et le juge, dans ces cas-là, il ne peut pas simplement rejeter leur demande. Il doit, une fois qu'il a constaté qu'il y avait un but légitime, il doit éventuellement limiter, en fait, l'exercice du droit à la preuve en disant, eh bien, pour cette discrimination syndicale, en fait, il suffira de prouver tel et tel élément de preuve. Il faudra que l'employeur produise les fiches de paye de tel et tel salarié de l'entreprise, voyez. Donc, le rôle du juge dans le droit à la preuve, il prend une nouvelle dimension avec cet arrêt, puisque dorénavant, en fait, le juge va avoir un rôle très actif dans la définition, en fait, dans l'appréciation du caractère proportionné au but poursuivi du droit à la preuve, d'accord ? Et le juge va avoir ce rôle actif de dire, voilà, soit je fais droit à la demande que me présentent les salariés, en disant, l'employeur sera condamné à produire toutes les pièces que demandent les salariés, mais si le juge considère que,
En faisant ça, il y aurait une trop grande atteinte à la vie privée de l'employeur, et bien à ce moment-là, il pourra limiter en fait le droit à la preuve, il pourra dire je ne fais droit à la demande des salariés que pour certains documents, que pour certaines catégories de salariés. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est, à mon sens, très très important, puisqu'il donne une nouvelle dimension en fait à cette problématique du droit à la preuve, une nouvelle dimension puisque pour la première fois à ma connaissance, la Cour de cassation va définir en fait le rôle du juge dans cet exercice du droit à la preuve. Je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas le texte sous cette vidéo pour toutes les actualisations et les références à mes précédentes vidéos. À bientôt.